La nuit où ma femme m'a quitté parce que j'étais fauché, la pluie tombait sur Dallas comme un verdict. Elle a déposé les papiers du divorce sur ma poitrine, a embrassé notre enfant de 5 ans sur le front, puis démonté dans une Cadillac Escalade qui n'était pas la mienne. Je suis retourné à ma boutique vide et j'ai ouvert une enveloppe provenant d'un cabinet d'avocats. À l'intérieur, un héritage auquel je ne m'attendais pas. 500 millions de dollars laissés par mon oncle Henry. La même nuit, le même souffle. Personne ne savait. 5 ans plus tard, je ne suis plus l'homme qu'elle a quitté. Je suis un père qui a tenu sa promesse, un bâtisseur qui a donné un avenir à la Grèce, et un homme qui sort enfin de l'ombre. Puis un taxi s'arrête devant ma porte. Elle en descend, le maquillage coulant, la valise cliquetant comme une culpabilité, et me supplie de la laisser rentrer à la maison pour le bien de notre fils. Voici la vérité que j'ai apprise à mes dépens. L'argent mesure ce que vous avez. Le caractère mesure qui vous êtes. Le portail a vibré. L'ai-je ouvert? Je m'appelle David Miller et pendant 20 ans, ma vie a senti l'huile de moteur et le café brûlé. Je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, juste une clé à molette dans la main et la fierté obstinée d'un mécanicien de Dallas. Mon atelier se trouvait au coin d'Elman Jefferson, avec un toit en tôle qui cliquetait à chaque tempête. Le genre d'endroit où les voisins apportaient leurs vieilles Ford et Chevrolet dans l'espoir que je puisse tirer encore quelques kilomètres de leur moteur fatigué. Je travaillais 16 heures par jour, les ongles encrassés de graisse, le dos en sueur, convaincu que si je travaillais assez dur, ma famille ne connaîtrait jamais la fin. Les murs de cet atelier ont porté mes rires, mes frustrations et les cris étouffés que je n'ai jamais laissé entendre à mon fils. Aux yeux du monde, je n'étais qu'un homme fauché de plus, poursuivi par des factures impayées. Pour moi, j'étais un père qui tenait bon. Mais tenir bon coûtait plus que de l'argent. Cela coûtait mon mariage et je ne voyais même pas le point de rupture arriver. À la maison, l'atmosphère était plus froide que l'hiver texan. Rebecca et moi dormions sur le même matelas, mais nous nous sentions comme des étrangers séparés par des kilomètres de silence. Notre table à manger disait la vérité mieux que nos mots, sa fourchette tapotant contre la porcelaine tandis que mon assiette contenait les restes de la veille. Elle rêvait de fêtes sur les toits, de bracelets en diamant et de vacances à Miami. Je rêvais de payer l'hypothèque avant que la banque n'appelle à nouveau. Elle disait que mon atelier sentait l'échec, que la graisse et la sueur n'éteignent pas un avenir. Chaque fois que j'essuyais les petites mains d'Ethan après qu'il m'ait aidé dans le garage, je voyais ses yeux rouler comme si enseigner l'honnêteté et le travail à notre fils était indigne d'elle. Je me répétais qu'elle changerait d'avis une fois que le vent aurait tourné. Mais le vent ne tourne pas éternellement. Rebecca n'était pas patiente. Elle était avide. Avide de statut social, d'argent, d'une vie qui n'inclurait pas l'homme qu'elle avait épousé. Et j'étais sur le point de découvrir jusqu'où elle était prête à aller. Il était presque minuit lorsque la tempête s'est abattue sur Dallas. La pluie martelait le toit de mon atelier comme des poings rageurs. Mes mains étaient noires de graisse provenant d'une Civic qui refusait de démarrer lorsque mon téléphone a vibré. L'écran s'est allumé avec 4 mots de Rebecca. Nous devons parler. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon, le cœur battant plus fort que le tonnerre. Ce n'était pas une demande. C'était une sentence. En rentrant chez moi dans ma Ford rouillée, et ses femmes, les essuie-glaces crissaient sur le pare-brise, luttant contre les trombes d'eau. Chaque feu rouge me semblait être un avertissement que je ne pouvais pas déchiffrer. Lorsque je me suis garé dans l'allée, toutes les lumières de la maison brillaient comme dans une salle d'interrogatoire. Sa silhouette se tenait à la fenêtre. Des cheveux parfaits, une robe parfaite, le genre de beauté que l'argent nourrit. Je suis entré, trempé, épuisé, serrant mes clés comme une arme. Sur la table basse, une enveloppe attendait dans ses mains manucurées, et dans ses yeux, j'ai vu la fin de quelque chose que je m'étais battu pour maintenir en vie. Elle se tenait au milieu de notre salon, vêtue d'une robe émeraude qui épousait sa silhouette comme une armure. Son parfum était si fort qu'il piquait les yeux. Elle tenait dans sa main une enveloppe en papier craft, épaisse et définitive. Son regard était figé sur moi, avec une froideur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je t'ai épousé pour avoir un avenir, pas pour vivre dans la pauvreté, dit-elle, chaque mot aussi tranchant qu'un couteau. Tu es un raté, David. Je ne vais pas gâcher ma jeunesse ici. Je refuse de mourir pauvre à tes côtés. Les papiers ont frappé ma poitrine avec un bruit plus fort que la tempête dehors.
Les feuilles se sont éparpillées sur le parquet comme des oiseaux effrayés. Ma gorge s'est asséchée. Je voulais parler des quarts de travail de 16 heures, des rêves collés au-dessus de mon établi, d'Ethan endormi dans son pyjama Superman, mais rien ne sortait. Elle s'est retournée, ses talons claquant sur le sol, les tiroirs claquant alors qu'elle faisait ses valises. Et j'ai compris avec une certitude écœurante que ce n'était pas une dispute, c'était une exécution. Sa voix s'est élevée au-dessus du tonnerre, comme si elle avait attendu des années pour se libérer. « Tu es un raté, David », a-t-elle craché, les syllabes assez tranchantes pour me transpercer. Pendant un instant, j'ai cru que la tempête dehors s'était calmée. Mais c'était juste mon cœur qui s'était arrêté dans ma poitrine. J'avais passé 16 heures par jour à la boutique, les doigts gercés, le dos endolori, à tenir le coup pour cette famille. Pour moi, le sacrifice était synonyme d'amour. Pour elle, c'était la preuve que j'avais déjà perdu. Ses yeux brûlaient de mépris, pas de tristesse. Dans son esprit, je n'étais pas seulement fauché, j'étais brisé. J'ai essayé de former des mots, de promettre que nous étions proches, que demain serait différent, mais ma bouche semblait cousue. Elle ne voulait pas de réconfort, elle voulait s'échapper. La pluie tombait plus fort, comme si elle applaudissait son verdict. Et juste au moment où je pensais que la nuit ne pouvait pas être plus cruelle, j'ai entendu le bruit doux de pieds nus dans le couloir. La petite voix d'Ethan a brisé le silence. « Maman, où vas-tu? » Sa petite silhouette est apparue dans le couloir, vêtue d'un pyjama Superman aux poignets trop larges, serrant un ours en peluche dans ses bras. Les yeux d'Ethan étaient humides, ses lèvres tremblaient tandis qu'il levait les yeux vers sa mère. « Maman, ne pars pas », sanglota-t-il, la voix cassée comme du verre. Je me suis penché instinctivement, mais son regard n'était pas sur moi. Il était rivé sur elle, désespéré, implorant quelque chose qu'elle seule pouvait lui donner. Il tira sur l'ourlet de sa robe émeraude avec des doigts tremblants, comme un garçon en train de se noyer s'agripperait à un radeau de sauvetage. Pendant un instant, je vis une hésitation passer dans les yeux de Rebecca, une fissure dans son armure. Mais tout aussi vite, elle disparut, remplacée par la même froide détermination. Elle s'accroupit, lui caressant les cheveux avec un sourire fragile qui n'atteignait pas ses yeux. « Sois sage avec papa, Ethan », murmura-t-elle. « Maman a une nouvelle vie maintenant. » Ces mots me frappèrent plus durement que n'importe quelle insulte. Et alors qu'elle se levait, sa valise roulant sur le parquet comme un verdict, je sus que cette nuit avait brisé plus qu'un simple mariage. La porte d'entrée s'ouvrit, laissant la tempête s'engouffrer à l'intérieur. Les phares balayaient la cour, blanche contre la pluie battante. Garée le long du trottoir, une Cadillac Escalade noire ronronnait comme de l'argent. À travers les vitres teintées, l'ombre d'un homme attendait, silencieuse, confiante. Rebecca ne se retourna pas. Sa valise heurta les marches, ses roulettes éclaboussant les flaques d'eau comme si la maison, la vie, la famille qu'elle quittait n'étaient rien d'autre qu'un poids mort. Elle s'avança dans la lueur des phares, sa robe émeraude brillant dans la nuit. Je restais figé, Ethan pressé contre ma jambe, ses petits doigts agrippant les miens comme une bouée de sauvetage. « Pourquoi, maman ?» murmura-t-il, mais elle ne répondit pas. La portière de l'escalade s'ouvrit avec un léger clic, solennel, comme le couvercle d'un cercueil. Elle monta à l'intérieur. La portière se referma. Les feux arrière brillèrent d'une lueur rouge, puis disparurent dans l'obscurité humide. Et dans ce silence seulement rompu par la tempête, le cœur de mon fils se brisa assez fort pour que je l'entende. La porte se referma, la tempête l'engloutit, et le silence pesa lourdement sur les murs. Je tombai à genoux et pris Ethan dans mes bras. Son petit corps tremblait, ses larmes trempaient de ma chemise, et je le serrais contre moi comme si je pouvais recoudre nos deux cœurs par la seule force de ma volonté. La maison semblait vide, toutes les lampes étaient allumées, mais il n'y avait aucune chaleur. Les papiers du divorce étaient éparpillés sur le sol, les pages gondolées dans les flaques d'eau de pluie qui nous avaient suivis à l'intérieur. Le tic-tac de l'horloge murale était devenu insupportable, chaque seconde se moquant des promesses que je croyais éternelles. Je murmurais dans les cheveux d'Ethan, « Tu n'es pas seul, tu ne seras jamais seul. » Il serra son ours plus fort, fermant les yeux de fatigue jusqu'à ce qu'il finisse par s'endormir, agité, sur ma poitrine. C'est alors seulement que je la vis.
l'enveloppe non ouverte sur la table, avec ses lettres rouges en gras indiquant qu'elle était urgente. J'avais tout perdu ce soir-là. Du moins, c'est ce que je croyais. Quand Ethan s'est enfin endormi, je l'ai allongé doucement sur le canapé et je me suis retourné vers le chaos. C'est alors que mes yeux se sont posés à nouveau sur l'enveloppe, blanche, lourde, estampillée « Caldwell and Lowe Attorneys at Law. Urgent ». Mes mains tremblaient tandis que je la déchirais. À l'intérieur se trouvait une lettre qui semblait sortir tout droit d'un roman. Mon oncle Henry Miller, excentrique, était décédé 3 semaines plus tôt. Et avec sa mort venait un héritage si vaste que je pouvais à peine le comprendre. Des redevances pétrolières, des portefeuilles immobiliers, des fonds technologiques, le tout totalisant près de 500 millions de dollars. J'ai lu les mots 2 fois, 3 fois, attendant que l'encre s'estompe pour devenir réalité. Un demi-milliard. La nuit même où j'ai perdu ma femme, le monde m'a offert une fortune. Mais alors que mes yeux parcouraient les petits caractères, une ligne m'a marqué plus que toutes les autres. Confidentiel pendant 12 mois. Prouvez votre courage avant que le monde ne l'apprenne. Je pensais avoir tout perdu. Au contraire, le véritable test venait de commencer. Je fixais la lettre jusqu'à ce que les mots s'estompent, mon pouls battant plus fort que la tempête dehors. 500 millions de dollars, un demi-milliard. Je ne ressentais pas ce que-là comme une richesse. C'était plutôt comme un poids qui m'écrasait la poitrine. Comment un mécanicien fauché, un homme qui collectionnait les coupons pour acheter des céréales, pouvait-il soudainement se retrouver à la lisière d'une richesse dont la plupart des gens ne rêvent même pas? Ma première réaction a été le déni. Il devait y avoir une erreur. Mauvais David Miller, mauvaise adresse, mauvaise vie. J'ai tenu le papier à la lumière, comme si la vérité allait apparaître à travers les fibres. Mais le sceau était authentique, les signatures étaient authentiques, les chiffres étaient impossibles à nier. Le choc s'est transformé en peur. Quel effet une telle somme d'argent aurait-elle sur moi? Sur Ethan? Sur les gens qui nous entourent? J'ai regardé mon fils endormi, sa petite main serrant toujours son ours en peluche usée. Une chose était claire, si je ne parvenais pas à garder ce secret, je perdrais bien plus que mon mariage. La page suivante ne contenait pas de chiffres. Il s'agissait de règles. Les mots de mon oncle écrits dans cette écriture angulaire que je me rappelais avoir vue sur les cartes d'anniversaire de mon enfance. Pendant 12 mois, tu n'en parleras à personne. Une richesse soudaine mettra ta force de caractère à l'épreuve. Je veux voir si tu en as une. Je laissai le papier tomber sur la table. La pluie martelait les fenêtres comme un avertissement. Garder secret un demi-milliard de dollars dans une ville où les gens remarquent si tu achètes une nouvelle clé à molette. Ma femme venait de me quitter parce qu'elle pensait que j'étais fauché. Et maintenant, je devais faire semblant qu'elle avait raison pendant toute une année. 12 mois de silence. 12 mois à me battre, à saigner, à faire mes preuves avant même de pouvoir revendiquer la fortune qui allait changer ma vie et qui se trouvait sur ces pages. Je regardais Ethan endormi, sa poitrine se soulevant régulièrement malgré la tempête. Il était mon ancrage, ma raison d'être. Pourrais-je porter ce secret pour lui? Pourrais-je le protéger alors que le poids d'un demi-milliard pesait sur mes épaules? Au bas du testament se trouvait une note pliée, séparée des pages juridiques. L'écriture de mon oncle était brouillée, mais reconnaissable entre toutes. « Danny », commençait-elle. Il était le seul à m'appeler ainsi. « L'argent est un ami bruyant et un maître cruel. Ne cours pas après ceux qui te quittent. Choisis ceux qui te choisissent. Et surtout, choisis ton fils. » Je la lus 2 fois, la gorge serrée jusqu'à ne plus pouvoir avaler. Choisis Ethan. Pas la richesse, pas la vengeance, pas la femme qui était partie sous la pluie. Ces mots transperçaient le bruit de la tempête, plus tranchants que les insultes de Rebecca, plus lourds que les chiffres du grand livre. Ils étaient une boussole placée dans ma main au moment où j'en avais le plus besoin. Je me suis penché, j'ai écarté une mèche de cheveux du front d'Ethan et j'ai murmuré une promesse dans l'obscurité. Je te choisis, mon fils, pour toujours. Mais faire ce choix signifiait entrer dans une année de silence qui pouvait nous briser tous les deux. Cette nuit-là, alors que le tonnerre grondait sur Dallas, j'ai pris une décision qui m'a semblé plus lourde que n'importe quelle fortune. J'élèverais Ethan seul. Peu importe la difficulté, peu importe la solitude, il ne douterait jamais que son père l'avait choisi par-dessus tout. La maison résonnait de l'absence de Rebecca,
Les placards étaient à moitié vides, le parfum s'estompait dans le couloir. Mais dans le souffle endormi d'Ethan, j'ai entendu la raison de continuer à tenir bon. Je l'ai bordé dans son lit, j'ai lissé les draps et j'ai embrassé son front en faisant un vœu silencieux. Tu ne te demanderas jamais si tu es aimé. À l'aube, je suis retourné dans mon atelier. Le même sol en béton fissuré, les mêmes outils abîmés, la même odeur d'essence. Pour mon équipe et mes clients, rien n'avait changé. Ils voyaient de la graisse sur mes mains, la sueur sur mon front, les factures empilées sur mon bureau. Ils n'avaient aucune idée qu'un secret valant un demi-milliard était enfermé dans ma poitrine. C'est ainsi qu'a commencé l'année la plus solitaire de ma vie, à faire semblant d'être fauché tout en apprenant à être entier. Le matin est arrivé, et avec lui la routine. Je suis entré dans mon atelier comme tous les autres jours, le toit en tôle bourdonnant de la pluie de la nuit dernière, les lumières fluorescentes vrombissant au-dessus des outils fatigués. Mon équipe m'a accueilli avec des sourires tachés de graisse, des hommes qui croyaient que je vivais dans la même précarité qu'eux. Pour le monde extérieur, j'étais toujours le mécanicien fauché d'Elm Street, réparant des camions rouillés, se disputant avec les fournisseurs, comptant chaque dollar 2 fois. Les clients secouant la tête devant mes longues heures de travail. Les voisins murmuraient que Rebecca avait enfin compris et quitté un homme sans avenir. Je les laissais parler. Mieux valait qu'ils me croient pauvre plutôt que de découvrir la fortune que je portais comme un fil électrique dans ma poitrine. Chaque soir, je lavais l'huile de mes mains, bordais Ethan dans son lit et fixais les dossiers d'investissement non ouverts qui s'empilaient sur mon bureau. Un demi-milliard de dollars reposait dans l'ombre. Mais pour tout le monde, j'étais toujours David Miller, l'homme qui avait du mal à joindre les deux bouts. Et c'est exactement comme ça que ça devait rester. Le jour, je sentais l'huile de moteur et la fatigue, mais la nuit, je m'asseyais sous une lampe tamisée et rédigeais des plans que personne ne pouvait voir. J'ai enregistré une société écran sous un nom banal, Miller Holdings, suffisamment ennuyeux pour éviter les soupçons. L'adresse était une boîte postale louée en centre-ville. Grâce à une recommandation que je considérais comme parole d'évangile, j'ai engagé un directeur financier discret, un homme plus âgé aux mains de banquier et doué pour le silence. Nous nous sommes rencontrés dans le fond d'un restaurant près de l'autoroute I-35. Les papiers s'étalaient entre des bouteilles de ketchup et les tasses à café. Il parlait calmement de chiffres, tandis que j'acquiesçais, faisant semblant de comprendre, posant sans cesse la même question. Personne ne le découvrira, n'est-ce pas? Il m'assura que le secret était notre atout le plus précieux. L'argent affluait dans des comptes de dépôt, structurés de telle sorte que même mon reflet ne le reconnaîtrait pas. Au lever du soleil, j'étais de retour dans ma combinaison, serrant les boulons d'une Chevrolet. Pour mon équipe, j'étais fauché, pour le monde, invisible. Mais dans les coulisses, un empire était déjà en train de prendre racine. La première chose que j'ai faite avec cet argent n'a pas été d'acheter un manoir ou un nouveau camion. J'ai remboursé les dettes qui m'étouffaient depuis des années. Les avis de retard ont disparu de ma boîte aux lettres. J'ai rattrapé mon retard sur mon hypothèque. Les cartes de crédit ont cessé de bourdonner dans mon téléphone comme des frelons. Ensuite, je me suis occupé de l'école d'Eton. J'ai prépayé les frais de scolarité en plusieurs versements discrets, glissant des chèques par la fenêtre du bureau avant que la secrétaire ne puisse poser des questions. Pas de fanfare, pas d'explication, juste la sécurité pour mon fils. J'ai même pris en charge une année de séance de thérapie, même si je lui ai dit qu'il s'agissait de discussions spéciales pour l'aider à se sentir plus fort. Mais je n'ai jamais fait étalage de ma richesse. Je conduisais toujours la même Ford rouillée, je portais toujours des bottes trouées, je mettais toujours des restes de sandwich dans un sac en papier brun. Pour mes voisins, je vivais juste de mes moyens, réparant des voitures pour mettre du pain sur la table. Et cela me convenait très bien. L'ostentation attire les regards. Le silence renforce la sécurité. Ethan n'avait pas besoin d'un père riche, il avait besoin d'un père stable. Les nuits étaient les plus difficiles. Après 16 heures passées à l'atelier, je rentrais chez moi épuisé, mais les yeux d'Ethan m'attendaient toujours dans l'obscurité. Il se glissait dans le salon en pyjama, son ours en peluche sous le bras, et grimpait sur mes genoux, comme si j'étais le seul endroit sûr qui lui restait au monde. Je le serrais contre moi, la maison étant trop calme sans son rire. Mais à vrai dire, elle était calme bien avant son départ.
Dehors, les grillons chantaient dans la nuit de Dallas, mais à l'intérieur, je lui murmurais à l'oreille. Mon fils, tu ne t'endormiras jamais en te demandant si tu es aimé. Jamais. Je te le promets. Sa petite main serrait de la mienne et pendant un instant, le monde se réduisait à nous deux sur ce canapé usé. Puis vint la question que je redoutais, sa voix à peine plus qu'un murmure. Papa, maman reviendra-t-elle un jour? J'ai dégluti, le cœur brisé à nouveau, sachant que la tempête n'était pas terminée. Pendant que je changeais l'huile et mangeais des sandwichs froids à Dallas, Rebecca vivait son rêve sous le soleil néon de Miami. Victor Cole, avec ses costumes élégants, son sourire facile et son argent facile, la promenait dans des penthouses aux murs de verre et aux tours de champagne qui scintillaient comme de l'or liquide. Elle portait des bracelets en diamant. Je ne pouvais pas prononcer les couchers de soleil postés depuis des yachts sur lesquels je ne mettrais jamais les pieds. Son monde semblait parfait. Brunch au caviar, robe de créateur, fête où les rires étaient trop forts pour être réels. Ses amis la félicitaient d'avoir fait un bon mariage, lui chuchotant qu'elle avait échappé à la vie sans issue d'un mécanicien fauché. De l'extérieur, c'était le paradis. Mais même à travers les sourires soigneusement composés sur ses photos, je voyais la faim dans ses yeux, celle qu'aucune vue sur l'océan ne pouvait combler. Parce que l'Empire de Victor était construit sur du sable, à crédit et emprunté, elle pensait avoir trouvé la sécurité. Ce dans quoi elle s'était réellement engagée, c'était une cage au mur de velours. Et les cages, aussi dorées soient-elles, finissent toujours par se fissurer. De retour à Dallas, pendant que Rebecca flottait dans les bulles de champagne, je posais des briques d'un autre genre. Avec l'aide de mon discret directeur financier, j'ai signé les papiers pour un deuxième magasin. Rien d'extraordinaire, juste un vieux garage délabré sur Jefferson Avenue que tout le monde avait laissé pour compte. J'ai frotté les sols moi-même, peint les murs en blanc, acheté 2 nouveaux ponts élévateurs au nom de l'entreprise pour que personne ne pose de questions. Mon équipe pensait que j'avais obtenu un petit prêt, peut-être en échange d'une faveur. Ils m'ont félicité, fiers que le mécanicien fauché ait enfin eu de la chance. Je les ai laissés croire cela. Chaque boulon serré, chaque chèque de paie imprimé était un investissement secret dans quelque chose de plus grand. J'ai promis à mon équipe un partage des bénéfices, une couverture santé, des choses que je savais trop bien être des luxes dans notre monde. Pour le quartier, ce n'était qu'un autre garage qui ouvrait. Mais pour moi, c'était la preuve que l'empire bâti par la fortune de l'oncle Henry pouvait se développer en silence. Un garage à la fois. En 2 ans, Miller Holdings possédait discrètement 3 garages répartis dans Dallas. Chacun d'entre eux sentait l'huile de moteur et la sueur, mais aussi quelque chose de plus rare, la sécurité. Je payais mes mécaniciens plus que n'importe quel autre garage du comté. Les primes de Noël arrivaient tôt. Les heures supplémentaires ne disparaissaient pas sous prétexte d'excuses. Elles apparaissaient sur les chèques, et pour la première fois, ces hommes qui avaient réparé des pneus sous la chaleur, courbé le dos sous des capots rouillés, voyaient des bulletins de participation aux bénéfices dans leurs enveloppes. Ils n'étaient plus seulement des employés, ils étaient devenus des partenaires. Leurs enfants portaient des chaussures neuves. Leurs femmes ne s'inquiétaient plus pour les courses. Chaque vendredi, je parcourais les ateliers, serrant des mains, posant des questions, écoutant plus que je ne parlais. Mon nom n'apparaissait pas sur les panneaux d'affichage, mais mes employés faisaient connaître ma réputation bien mieux que n'importe quelle campagne publicitaire. Les clients disaient « Ce garage sur Elm vous traite équitablement. Le nouveau sur Jefferson répare ce que les autres ne voient pas. » La nouvelle se répandait discrètement mais sûrement, et avec elle vint l'attente. Combien de temps pourrais-je garder cette vie secrète cachée? Un soir, Ethan est rentré de la maternelle avec une feuille de papier couverte de traits de crayon de couleur vif. Il m'a souri fièrement et me l'a montré. 3 bonhommes allumettes se tenaient sous un soleil aux longs rayons jaunes. 2 grands et un petit. Mais sur sa page, seuls 2 bonhommes étaient colorés. Un garçon aux cheveux en bataille et un homme avec une casquette tachée de bleu. « Regarde, papa, dit-il en souriant, c'est nous. » Il ne mentionna même pas celui qui manquait. J'eus la gorge serrée en m'accroupissant à côté de lui, hochant la tête comme si de rien n'était. J'épinglais le dessin sur le réfrigérateur avec un aimant, faisant semblant de ne pas avoir les yeux qui piquaient. Ethan souriait largement, heureux que je sois fier de lui. Sa petite main tira la mienne, m'entraînant vers le garage pour que je l'aide à serrer les boulons d'une petite voiture.
L'absence sur cette page en disait long, mais son sourire m'en disait encore plus. Il croyait toujours que 2, c'était suffisant, et je me suis juré de passer ma vie à lui prouver qu'il avait raison. Le dessin sur mon réfrigérateur me hantait, non pas pour ce qu'il représentait, mais pour ce qui manquait. C'est alors que j'ai décidé que la douleur devait construire, et pas seulement détruire. Je me suis assis à ma table de cuisine, des papiers étalés sous le bourdonnement d'une lampe bon marché, et j'ai rédigé la première charte de la Miller Foundation for Single Fathers, Foundation Miller pour les pères célibataires. Il ne s'agissait pas de faire la une des journaux. Il s'agissait d'hommes comme moi, ceux qui bordent leurs enfants seuls, jonglent avec les factures, se noient dans des batailles pour la garde qu'ils ne peuvent pas se permettre. J'ai mis de côté une partie de ma fortune cachée, acheminée par la société holding, et à la fin du mois, la Fondation a discrètement payé les frais juridiques de 2 pères qui se battaient pour garder leurs enfants. Pas de caméra, pas de coupures de ruban, juste des chèques signés dans l'ombre, des bouées de sauvetage lancées là où personne ne regardait. Chaque histoire a allumé un feu en moi. Et même si je n'en ai parlé à personne, je savais que si je devais garder ma fortune secrète, je pouvais au moins faire entendre ma miséricorde. Les journaux n'ont jamais publié un mot. Et c'était exactement ce que je voulais. Mais dans les cuisines de Dallas, des pères essuyaient leurs larmes alors que les avis d'expulsion disparaissaient. Les avocats spécialisés dans les affaires de garde d'enfants ont décroché leur téléphone et les factures de crèche ont soudainement été payées. J'ai vu la différence dans la façon dont leurs enfants couraient. Plus légers, plus rapides, riant plus fort parce que le sol sous leurs pieds semblait enfin solide. Le dimanche, à l'église, personne ne savait que c'était moi qui avais permis à une famille de rester unie cette semaine-là. Je serrais la main comme tout le monde, hochant la tête tandis que les hommes me racontaient comment un miracle s'était produit juste au bon moment. Je souriais, sans jamais avouer que ce miracle était d'abord passé par mon chéquier. Aux yeux du monde, j'étais toujours le mécanicien fauché avec de la graisse sous les ongles. Mais dans les coulisses, des familles respiraient à nouveau grâce à la Fondation. Je me demandais combien de temps je pourrais garder ce secret. Combien de temps avant que ma générosité ne laisse des traces que je ne pourrais cacher. Alors que je faisais profil bas à Dallas, Rebecca diffusait une autre histoire depuis Miami. Ses réseaux sociaux regorgeaient de photos de bracelets en diamant, de tours de champagne et de yachts baignés de soleil. Les légendes vantaient ses nouveaux départs et la vie qu'elle méritait. Pour ses followers, elle semblait intouchable, enveloppée de richesse et de confiance. Mais je savais que ce n'était pas le cas. L'empire de Victor Cole n'était pas construit sur des bases solides. Il reposait sur des prêts et des transactions à effet de levier. Un château de cartes qui n'attendait qu'un coup de vent. Derrière les halls en marbre et les fêtes dans les penthouses, les créanciers tournaient déjà autour. Les paiements ont été retardés. Les appels arrivaient à des heures inopportunes et Victor les étouffait avec un sourire trop rapide pour être sincère. Rebecca ignorait les signes avant-coureurs, trop enivrée par les paillettes. Elle pensait que les diamants étaient éternels, mais ce n'étaient que des illusions louées. Elle avait troqué la stabilité contre le spectacle. Et même si elle ne le voyait pas encore, les fissures se propageaient rapidement. Chaque publication scintillante était un pas de plus vers la chute. À Dallas, pendant que Rebecca trinquait au champagne, je me penchais sur des feuilles de calcul après qu'Ethan soit allé se coucher. Mon directeur financier faisait glisser des documents sur la table et je les étudiais avec la patience d'un mécanicien, ligne par ligne, boulon par boulon. Ce n'était pas Chrome ou la puissance qui attirait mon attention, mais les logiciels. J'ai commencé à investir discrètement dans des programmes de technologie automobile capables de prédire quand les flottes avaient besoin de réparation, des diagnostics qui réduisaient les temps d'arrêt et faisaient économiser des millions aux entreprises. Pas de publicité brillante, pas de siège social tape à l'œil, juste du code brut qui résolvait des problèmes coûteux. Pour la plupart, cela semblait ennuyeux. Pour moi, cela semblait inévitable. J'ai investi des capitaux dans 2 startups et financé la recherche de moteurs plus propres. Le risque me donnait des nausées, mais l'idée de gaspiller la fortune de mon oncle Henry dans des futilités aussi. Je voulais quelque chose qui dure, quelque chose dont Ethan pourrait être fier. Chaque signature me donnait l'impression de serrer un boulon sur une machine plus grande que moi. Si cela fonctionnait, les gains seraient énormes.
Si cela échouait, personne ne le saurait à part moi. Parmi les entreprises que j'ai soutenues, l'une d'entre elles semblait presque risible au premier abord. Une start-up modeste installée dans un entrepôt reconverti qui développait des logiciels de diagnostic pour la maintenance de flottes de véhicules. Pas de hall d'entrée luxueux, pas de présentation brillante, juste une équipe d'ingénieurs en sweat à capuche qui croyaient que les camions pouvaient me parler si on savait les écouter. J'ai signé un chèque modeste, le genre d'investissement que les grands acteurs ignoraient. Les mois ont passé, les nouvelles sont arrivées au compte-gouttes, puis un soir, mon directeur financier m'a glissé un nouveau dossier sur la table. L'entreprise avait décroché un contrat national avec un géant du transport maritime. Il ne demandait pas plus de fonds de démarrage. Il se préparait à entrer en bourse. Je suis resté assis là, stupéfait, le cœur battant à toute rompre, tandis que les chiffres sautaient aux yeux. Ma participation discrète, cachée comme un secret, s'était multipliée au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Le monde allait bientôt connaître leur nom. Mais le mien resterait caché pour l'instant. Alors que les contrats et les introductions en bourse se préparaient discrètement en arrière-plan, mon véritable travail se déroulait sous le bourdonnement fluorescent de mon atelier. Ethan grandissait de mois en mois, son pyjama Superman remplacé par une salopette trop grande pour son corps mince. Il me suivait dans le garage, traînant un tabouret pour pouvoir atteindre l'établi. Je lui ai montré comment tenir une clé, comment écouter le battement d'un moteur. La graisse coulait sur ses joues comme de la peinture de guerre, mais il souriait comme s'il construisait une fusée plutôt que de serrer les boulons d'une Ford rouillée. Parfois, il me demandait si maman avait déjà réparé des voitures avec moi. Je ravalais ma salive et répondais « Non, mon fils, c'est notre truc à nous ». Et c'était vrai. Chaque vis dévissée et chaque joint serré devenait un nouveau point de suture qui nous reliait. Il pensait que je lui apprenais à réparer des moteurs. Mais en réalité, je lui apprenais la résilience. Comment continuer à avancer même quand une partie de soi est restée derrière. Même si ma fortune augmentait sur des comptes que personne ne pouvait retracer. Ma vie quotidienne n'a pratiquement pas changé. Je conduisais toujours cette Ford rouillée avec son tableau de bord fissuré et ses essuie-glaces récalcitrants. Le moteur tout sautait le matin, mais je le maintenais en vie avec la même patience que j'utilisais pour moi-même. Le toit de notre petite maison fuyait pendant les pluies printanières, alors je grimpais avec un seau de goudron au lieu d'appeler un entrepreneur. Le dîner consistait souvent en un sandwich au fromage fondu ou des restes de chili que je mangeais avec Ethan à la table de la cuisine, qui avait plus de rayures que de brillance. Les voisins me regardaient de travers, secouant la tête devant ce pauvre mécanicien qui élevait seul son fils. Ils ne voyaient pas les sociétés écrans, le portefeuille en pleine expansion, les actions cotées en bourse qui grimpaient dans des salles silencieuses. Et je ne les corrigeais pas, car la modestie était plus qu'un déguisement. C'était une armure. Si la richesse criait, elle attirerait les loups. Mais le silence me permettait de construire sans interférence. Et le monde n'avait toujours aucune idée de ce qui allait arriver. 12 mois se sont écoulés dans le silence. Chaque jour était un exercice d'équilibre entre une salopette tachée de graisse et des décisions à des millions de dollars prises derrière des portes closes. Puis, un matin, mon téléphone a vibré avec un message de Harold Lowe, l'avocat de mon oncle. « Monsieur Miller, votre clause de confidentialité a expiré. Vous avez le droit de rendre cela public. » Je me suis assis en face de lui dans un bureau lambrissé de noyer, le même où le testament avait bouleversé ma vie un an plus tôt. Les papiers étaient soigneusement empilés, les signatures attendaient, les caméras étaient prêtes si je décidais de me dévoiler au grand jour. Harold a ajusté ses lunettes et m'a demandé « Voulez-vous le révéler maintenant ?» Le poids de la question m'a pesé plus lourdement que n'importe quelle clé que j'avais jamais tenue. Dehors, la circulation bourdonnait, inconsciente qu'un mécanicien pouvait se déclarer multimillionnaire d'un simple mot. Je pensais à Ethan, aux hommes de mes ateliers, aux familles que ma fondation avait secrètement aidées. Le monde attendait une annonce. Ce que j'ai dit à la place m'a moi-même surpris. Harold a fait glisser les formulaires de divulgation sur la table, le stylo prêt à l'emploi comme une arme chargée. D'une simple signature, je pouvais entrer dans la lumière. Des interviews, des gros titres, des poignées de main de politiciens qui ne m'avaient jamais regardé auparavant. Mon nom pouvait être imprimé à côté du mot millionnaire, voire milliardaire. Je fixais l'encre,
puis repoussait les papiers. Pas encore, dis-je. Harold haussa un sourcil, mais ne discuta pas. Au lieu des caméras, je rentrais chez moi dans le bourdonnement régulier de mon atelier. Au lieu du champagne, j'ai bu un café noir sous les néons. Ma vie n'avait pas besoin d'un public. Elle avait besoin de racines. Chaque boulon que je serrais, chaque chèque que je signais, chaque père aidé par la Fondation en était la preuve. La richesse était peut-être un secret, mais mon objectif ne l'était pas. J'ai choisi le silence parce que le silence me donnait le contrôle. Le monde finirait par le découvrir un jour, mais pas selon leur calendrier, selon le mien. Et le destin, comme toujours, préparait déjà la suite. Cela s'est passé un après-midi ordinaire, de ceux qui ne laissent pas présager qu'ils vont changer votre vie. Je m'étais rendu en centre-ville pour observer une clinique gratuite que ma fondation soutenait discrètement, assis au fond d'un couloir bondé du palais de justice. C'est là que je l'ai vue pour la première fois, Sarah Johnson. Elle n'était pas aussi raffinée que les avocats que j'avais connus dans le monde de mon oncle Henry. Elle avait les manches retroussées, son chignon à moitié défait, des papiers sous le bras. Mais lorsqu'elle s'est présentée devant le juge, sa voix était ferme comme l'acier. Elle a plaidé pour un père célibataire qui avait manqué le travail pour protéger son enfant. Elle a fait passer la loi pour quelque chose de moins bureaucratique et de plus humain. À la fin de l'audience, elle a ri doucement à une remarque d'un client et ce rire m'a pris au dépourvu. Il était naturel, honnête, vivant. Je ne savais pas encore à quel point elle compterait pour moi ou pour Ethan, mais je le sentais vaguement et avec certitude. Ce n'était pas un hasard. Sarah ne ressemblait à personne que j'avais connu auparavant. Elle se comportait avec une force qui n'avait pas besoin de bijoux pour briller, avec une gentillesse qui ne semblait pas feinte pour les caméras. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait, et lorsqu'elle parlait, les gens se penchaient vers elle. Non pas à cause de son pouvoir, mais à cause de la confiance qu'elle inspirait. Elle m'a interrogé sur mon travail, et je lui ai dit la vérité, du moins en partie. Je gère quelques garages automobiles. Ai-je répondu en essuyant la graisse sur mes mains, gêné de sentir l'essence plutôt que l'eau de Cologne. Elle a souri et m'a dit « C'est un travail honnête », comme si c'était de la chose la plus précieuse au monde. Sarah n'avait aucune idée que je possédais un empire. Elle ne savait rien des sociétés écrans, des actions cotées en bourse ou de l'héritage d'un demi-milliard de dollars. Et je n'avais pas l'intention de lui en parler, car pour la première fois, quelqu'un me voyait tel que j'étais. Pas la fortune, juste moi. Et c'était plus dangereux et plus précieux que tous les secrets que j'avais jamais gardés. Un samedi après-midi, Sarah s'est arrêtée au magasin pour déposer des documents pour la fondation. Ethan était déjà là, perché sur son tabouret, faisant semblant d'être mon apprenti. Quand il l'aperçut, son visage s'illumina d'une malice que seuls les enfants peuvent avoir. « Mademoiselle Sarah, dit-il fièrement, savez-vous comment changer un pneu? » Elle rit en secouant la tête. « Pas du tout. » Il lui a pris la main, l'a entraîné vers une vieille camionnette et a commencé à lui donner des instructions avec tout le sérieux d'un professeur. « D'abord, tu desserres les écrous comme ça. » Sarah s'est agenouillée, manipulant maladroitement la clé, les doigts maculés de graisse. Ethan corrigea sa position avec une patience exagérée, et je ne pus m'empêcher de rire. Bientôt, nous étions tous les trois pliés en deux. Le garçon qui avait perdu sa mère, la femme qui ne s'était jamais souciée de l'argent et l'homme qui réapprenait à respirer. Dans ce rire, je le sentis. Quelque chose de nouveau commençait. Plus je passais de temps avec Sarah, plus je réalisais à quel point elle était rare. J'avais connu des femmes qui mesuraient la vie en diamant, en vacances et en solde bancaire. Sarah la mesurait en fonction des personnes qui souffraient, qui avaient besoin d'aide, qui méritaient une chance. Elle riait avec Ethan comme si elle le connaissait depuis toujours, sans se soucier des taches de graisse sur son jean ou de l'odeur d'huile de moteur qui nous collait à la peau. Elle ne prétendait pas être parfaite. Si elle était fatiguée, elle le disait. Si elle n'était pas d'accord, elle le disait clairement. Son honnêteté était plus tranchante que n'importe quel bijou et elle brillait aussi plus fort. Je me suis senti attiré par cette lumière, non pas parce qu'elle comblait le vide laissé par Rebecca, mais parce qu'elle se tenait debout, stable et inébranlable. En la regardant, j'ai compris que l'amour n'avait pas besoin d'être habillé de robes émeraudes et de parfums coûteux. Parfois,
Il se présentait sous la forme de manches retroussées, de rire dans un garage et de la certitude tranquille que l'on était enfin vu. 2 ans plus tard, sous les larges branches d'un vieux chêne à la lisière de Dallas, j'ai épousé Sarah. L'arbre avait résisté à une centaine de tempêtes, ses racines profondément enfoncées dans le sol texan, et il semblait normal qu'il soit témoin de la nôtre. Il n'y avait pas de cathédrale, pas de lustre, pas de robes émeraudes, juste des amis proches, quelques employés du magasin, et Ethan, alors âgé de 10 ans, debout fièrement entre nous avec une petite boîte en velours. Il nous a tendu les alliances avec des mains plus fermes que les miennes. Lorsque Sarah a prononcé ses vœux, sa voix reflétait la même conviction sereine que j'avais entendue pour la première fois dans le couloir du tribunal. Elle n'a rien promis de glamour, seulement de l'honnêteté, de la loyauté et un amour aussi fort que le mien. J'ai glissé la bague à son doigt, je l'ai embrassée sous le chêne et, pour la première fois depuis le départ de Rebecca, je me suis senti entier. Mais lorsque les applaudissements se sont tus et que nous avons remonté l'allée herbeuse, j'ai compris que c'était plus qu'un mariage. C'était le véritable début de l'histoire de notre famille. Ethan s'est avancé vers nous ce matin-là, les épaules droites, la petite boîte en velours soigneusement équilibrée dans ses mains. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles du chêne, dansant sur son visage. Et pendant un instant, j'ai vu à la fois le garçon serrant un ours en peluche dans l'obscurité et le jeune homme qu'il était en train de devenir. Il s'est arrêté entre nous, a levé les yeux et a souri. « Tiens », a-t-il dit d'une voix calme, « ne les laisse pas tomber. » Nous avons tous ri, mais ses yeux brillaient d'une lueur plus profonde, de fierté, de soulagement, peut-être même d'apaisement. Lorsque Sarah a pris sa bague, sa main a effleuré sa joue. C'était un geste tout simple, mais j'ai vu mon fils se pencher vers elle, comme s'il avait attendu cela depuis des années. Et à cet instant, j'ai su que son amour avait déjà comblé le vide laissé par Rebecca. Nous avons enfilé les bagues, nous nous sommes promis de nous aimer pour toujours, et nous nous sommes embrassés sous le chêne, tandis qu'Ethan applaudissait comme l'invité le plus heureux qui soit. Pour la première fois, notre famille se sentait complète. Ce qui avait commencé comme un simple garage à Dallas était devenu quelque chose de bien plus grand que je ne l'aurais jamais imaginé. En quelques années, Miller Auto n'était plus seulement un nom dans le quartier. L'entreprise s'était étendue au-delà des frontières de l'État, avec des magasins en Oklahoma, en Arkansas et au-delà. Chacun d'entre eux partageait les mêmes valeurs. Des salaires équitables, un travail honnête, un partage des bénéfices pour les hommes et les femmes qui faisaient tourner les moteurs. Mais je ne me suis pas arrêté au magasin. J'ai acheté un campus professionnel fermé et l'ai reconstruit pour en faire la Miller Trades Academy, gratuite pour les anciens combattants, les parents célibataires et tous ceux qui voulaient une seconde chance. Le jour de l'inauguration, j'ai parcouru les couloirs, j'ai entendu le cliquetis des outils et les rires des étudiants, et je me suis dit, c'est ce que l'oncle Henry voulait dire quand il disait « Construis quelque chose qui te survivra ». Les diplômés sont sortis sans dette, mais avec des compétences. Les familles sont sorties de la pauvreté grâce aux salaires qui ont suivi. Et à mesure que l'académie se développait, Whispers se développait aussi. Les gens ont commencé à se demander qui finançait tout cela. Les projecteurs que j'avais évités se rapprochaient. La Fondation Miller, qui était au départ une bouée de sauvetage pour les pères célibataires, est devenue quelque chose de plus grand. Nous avons commencé à parrainer des écoles défavorisées, à réparer des toits qui fuyaient, à acheter de nouveaux ordinateurs, à remplir les bibliothèques avec plus que des livres usés et cornés. Je n'oublierai jamais l'illumination des yeux des enfants dans la classe lorsqu'ils ont vu les cartons de livres neufs avec leur nom inscrit à l'intérieur de la couverture. Mais l'éducation ne suffisait pas si les parents ne trouvaient pas de travail. Nous avons donc financé des programmes d'emploi, établi des partenariats avec des entreprises locales et transformé des terrains vagues en sites de formation. Les hommes et les femmes qui faisaient autrefois la queue devant les banques alimentaires pointaient désormais à l'heure et gagnaient un salaire leur permettant de subvenir aux besoins de leur famille. Chaque projet portait mon empreinte, mais jamais mon nom. Pour le public, l'argent provenait de donateurs anonymes. Pourtant, des rumeurs ont commencé à circuler. Qui était à l'origine de cette soudaine générosité? Les journalistes ont commencé à fouiner. Les investisseurs ont spéculé. Les politiciens voulaient être présentés. Le monde ne connaissait pas encore mon visage, mais il s'en approchait. Je ne suis pas entré dans la lumière,
Mais d'une manière ou d'une autre, la lumière m'a trouvé. Tout d'abord, un journal économique local a publié un article louant un investisseur anonyme qui transformait Dallas. Puis, un magazine national a publié un article sur le milliardaire discret qui changeait le Texas. Ils n'ont jamais imprimé mon nom, mais l'étiquette est restée. Les journalistes ont appelé mes magasins, cherchant à obtenir des citations. Les politiciens m'envoyaient des invitations avec des sceaux en relief, m'exhortant à assister à des déjeuners et à des galas de charité. Je les ai toutes déclinées. Pour les hommes en combinaison à côté de moi, j'étais toujours David, le gars qui ne se souciait pas d'avoir de la graisse sous les ongles. Mais les rumeurs s'amplifiaient et les scénarios devenaient de plus en plus fantastiques. Certains pensaient que j'étais un magnat étranger qui se cachait à la vue de tous. D'autres affirmaient que je blanchissais de l'argent par le biais de magasins automobiles. Personne ne devinait la vérité, à savoir que j'étais juste un mécanicien qui avait hérité d'une fortune et choisi de la gérer discrètement. Mais la discrétion ne peut pas durer éternellement. Et quelque part à Miami, Rebecca était sur le point d'entendre les rumeurs elle aussi. Alors que mes magasins prospéraient et que la fondation se développait, l'empire de Victor Cole pourrissait de l'intérieur. Ses projets de construction avaient été financés par des crédits plus élevés que ses tours de verre. Lorsque les paiements ont ralenti, les banques ont cessé de sourire. Lorsque les audits ont commencé, les rires lors de ses fêtes dans son penthouse se sont transformés en murmures. J'ai lu dans la rubrique Affaires que son entreprise faisait l'objet d'un examen. Derrière ces mots se cachait la vérité. Des assignations à comparaître livrées dans des enveloppes en papier craft, des créanciers tournant en rond comme des vautours. Des agents fédéraux passant au peigne fin des comptes qui n'étaient plus équilibrés. Des contrats qui s'évaporaient. Des investisseurs qui se retiraient. Et Victor, qui se vantait autrefois de posséder la ligne d'horizon, se débattait désormais pour garder les lumières allumées. Et Rebecca, parée de bijoux qui ne lui appartenaient pas, sirotant du champagne versé sur du temps emprunté, n'avait aucune idée que le sol s'effondrait déjà sous ses pieds. Son rêve de richesse n'était pas fondé sur l'amour ou la stabilité. Il était fondé sur les mensonges de Victor. Et quand il est tombé, elle est tombée avec lui. Lorsque l'empire de Victor s'est finalement effondré, le monde de Rebecca s'est effondré avec lui. Les portes du penthouse qui s'ouvraient autrefois pour elle lui étaient désormais fermées. L'escalade a disparu à l'arrière d'une dépanneuse. Les bijoutiers, qui la suppliaient autrefois d'essayer des bracelets, exigeaient désormais le paiement de ses dettes. Au début, elle a appelé ses amis, des femmes qui avaient célébré son échappatoire à la pauvreté. Mais ses appels restèrent sans réponse, ses messages restèrent sur rouge. Sans les cartes de crédit de Victor, elle n'était plus une invitée d'honneur, mais seulement un rappel de factures impayées. Les fêtes se tarirent, le champagne cessa de couler et le silence de son téléphone devint assourdissant. Elle avait construit son identité sur un luxe emprunté. Et lorsque le crédit fut épuisé, les applaudissements cessèrent. Rebecca n'était pas seulement ruinée, elle était seule. Et pour la première fois, elle ne pouvait plus rire pour masquer son vide intérieur. Elle nous avait quittés pour la richesse. Maintenant, elle n'avait plus ni l'un ni l'autre. Les factures ne tardèrent pas à s'accumuler. Les créanciers intentèrent des poursuites judiciaires. Des avis d'expulsion glissèrent sous la porte et le paradis de Rebecca se transforma en une cage qui se refermait sur elle. Elle se disputa avec Victor, mais à ce moment-là, il avait déjà disparu dans les bureaux d'avocats et les réunions secrètes avec les agents fédéraux. Un matin, la sécurité de l'immeuble frappa à la porte. 2 hommes en costume portaient des documents qui ne laissaient aucune place à la négociation. Elle avait 24 heures pour quitter les lieux. Les sols en marbre dont elle se vantait autrefois lui semblaient plus froids alors qu'elle fourrait ses robes dans des sacs poubelles, troquant ses rêves de diamants contre des cartons. Ses voisins, ceux-là même qui l'enviaient autrefois, regardaient ses affaires être emportées. Personne ne lui proposa son aide. Personne ne lui a proposé un endroit où rester. À la tombée de la nuit, Rebecca se tenait sur le trottoir avec pour seul bagage une valise et l'écho de ses propres choix. Les lumières de la ville qu'elle adorait autrefois se moquaient désormais d'elle. Chaque fenêtre scintillante lui rappelait que le monde avait continué sans elle. Rebecca avait l'habitude de se promener dans les halls d'entrée de Miami, attirant tous les regards. La soi-disant reine des fêtes. Mais lorsque l'argent s'est tari, les sourires ont disparu. Les SMS qu'elle envoyait autrefois.
Les emojis champagne, les invitations à des dîners sur les toits restaient désormais sans réponse. Son nom s'affichait sur les écrans et les gens laissaient sonner jusqu'à ce que la messagerie vocale aberle le son. Le concierge qui s'inclinait autrefois lorsqu'elle entrait se contentait désormais d'un hochement de tête. Les serveurs qui se précipitaient autrefois à sa table faisaient semblant de ne pas la voir. Les femmes qui enviaient ses robes émeraudes et ses boucles d'oreilles en diamant avaient soudainement d'autres brunchs auxquels assister. Elle était toujours belle, toujours aussi élégante, mais sans la carte de crédit de Victor et l'éclat de la richesse empruntée, elle était invisible. La reine des soirées découvrit la cruelle vérité. Une couronne en verre se brise dès qu'elle touche le sol, et sans cours pour l'admirer, Rebecca se retrouva seule, désespérée et sombrant rapidement. Une enseigne au néon clignotait au-dessus de la porte d'un prêteur sur gage, dans une rue délabrée de Miami, le genre d'endroit où Rebecca s'était juré de ne jamais mettre les pieds. Mais la faim se moque de la fierté. Elle poussa la porte, c'était sur moi, oh oui. Jean Bebord, ses talons raclant le carrelage usé, serrant dans sa main le dernier bracelet que Victor lui avait offert. Le commis leva à peine les yeux. Il pesa les diamants, gratta le métal, puis annonça un chiffre qui sonnait comme une insulte. Rebecca protesta faiblement, puis s'arrêta lorsqu'elle vit l'affiche collée sur le comptoir. Pas de négociation. Elle tendit le bracelet. L'argent glissa sur le comptoir. Assez pour payer le loyer, peut-être les courses, pas assez pour faire taire la honte. En sortant, elle aperçut son reflet dans la vitrine poussiéreuse. La robe émeraude avait disparu, remplacée par un chemisier acheté dans une friperie. La femme qui la regardait semblait plus âgée, plus petite, et pour la première fois, elle se murmura la vérité qu'elle avait enfouie pendant des années. Quitter sa famille avait été la plus grande erreur de sa vie. Rebecca serrait toujours son argent froissé dans sa main lorsque le son d'une télévision attira son attention. Installé dans un coin du prêteur sur gage, un écran scintillant diffusait les informations du soir. J'étais là, debout sur un podium à Dallas, les micros braqués sur moi. Le titre en bas de l'écran disait « David Miller promet 100 millions de dollars pour l'éducation ». Elle se figea, les yeux écarquillés, comme si l'air avait été aspiré hors de la pièce. Le mécanicien fauché qu'elle avait laissé sous la pluie était désormais un homme qui faisait la une des journaux, son nom associé à des chiffres dont elle n'avait jamais osé rêver. Le journaliste répéta mes mots. Parce qu'aucun enfant ne devrait apprendre qu'il coûte trop cher pour être gardé. La foule applaudissait, mais Rebecca n'entendait que l'écho de ses propres choix. L'argent du bracelet dans sa main lui semblait être des cendres. L'homme qu'elle avait abandonné parce qu'il était pauvre était désormais l'homme que le monde entier louait comme un bienfaiteur. Et elle réalisa avec horreur que la richesse l'attendait chez elle la nuit où elle était partie. Rebecca resta clouée sur place, le bruit du prêteur sur gage s'estompant dans ce silence. À l'écran, mon nom défilait encore et encore. David Miller, milliardaire philanthrope. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Le mécanicien fauché qu'elle avait rayé, l'homme qu'elle avait traité d'échec, était désormais plus riche que Victor ne l'avait jamais été. Plus encore, il était respecté, admiré, applaudi. Des images envahirent dans son esprit. La robe émeraude, les papiers du divorce jetés à la figure, Ethan en larmes à la porte alors qu'elle montait dans l'escalade. Elle avait troqué l'amour contre le luxe, et au final, elle avait tout perdu. Le mot « milliardaire » résonnait dans son crâne comme une punition. Elle s'agrippa au comptoir pour se stabiliser, l'argent toujours froissé dans son poing. Pendant des années, elle s'était dit qu'elle avait échappé à une impasse. Mais maintenant, elle voyait la vérité. Elle n'avait pas échappé. Elle avait abandonné la vie même qu'elle prétendait mériter. Et il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. L'envie et le regret tordaient Rebecca jusqu'à l'étouffer. Chaque titre, chaque clip de moi sur ce podium était un couteau. L'homme qu'elle avait laissé pour mort était non seulement vivant, mais il prospérait. Et je le faisais sans elle. Cette nuit-là, elle traîna sa valise jusqu'à l'aéroport, les roulettes cliquetant comme une confession. Au comptoir, elle fit glisser ses derniers billets sur le verre, les mains tremblantes. « Un billet pour Dallas », murmura-t-elle. L'employé ne vit pas la tempête qui se déchaînait dans ses yeux. Il se contenta d'imprimer la carte d'embarquement. Dans la salle d'attente, elle fit défiler son téléphone, regardant la même émission en boucle. Mon visage occupait tout l'écran. Ethan à mes côtés, la main de Sarah sur son épaule.
Une famille, une vie, tout ce qu'elle avait rejeté. Sa jalousie se transforma en détermination. Si seulement elle pouvait me voir, plaider sa cause, peut-être pourrait-elle se frayer un chemin pour revenir. Elle ne réalisait pas que cette porte était fermée depuis longtemps. Cette même nuit, tandis que Rebecca serrait son billet pour Dallas, je me tenais sur une scène sous les projecteurs lors de l'inauguration de la Miller Trades Academy. La salle était bondée. Des étudiants en uniforme neuf, des vétérans au premier rang, des familles retenant leurs larmes en réalisant que les frais de scolarité ne leur coûteraient rien. Sarah se tenait à mes côtés, gracieuse et convaincue, ses mains fermement serrées dans les miennes. Ethan, désormais plus grand et plus courageux, portait un petit costume qui le rendait très fier. Il tira sur ma manche et murmura « Papa, il t'acclame. » Je souris et lui répondis à voix basse « Non, mon fils, ils applaudissent ce que nous avons construit. » Les applaudissements retentirent lorsque je coupais le ruban. Les flashs crépitaient, non pas pour la gloire, mais pour les possibilités. Pour la première fois, je me suis laissé ressentir le poids de l'instant. Ce n'était pas seulement un héritage, mais un objectif atteint. Et tandis que des confettis flottaient au-dessus de la scène, j'ignorais qu'à des centaines de kilomètres de là, l'avion de Rebecca était en train d'atterrir. Après la cérémonie de l'académie, nous sommes rentrés chez nous, fatigués mais comblés. Ethan somnolait sur la banquette arrière. Sarah était appuyée contre moi, fière et silencieuse. La maison sentait les brioches à la cannelle qu'elle avait préparées le matin même. Pendant un instant, la vie m'a semblé parfaitement ordinaire, le genre d'ordinaire que je pensais ne plus jamais connaître. Puis mon téléphone a vibré sur le comptoir. Un message s'est affiché à l'écran et mon cœur s'est serré lorsque j'ai lu les mots « Je suis à Dallas, j'ai besoin de te voir ». Le nom de l'expéditeur était un nom que je n'avais pas vu depuis des années. Rebecca, je fixais l'écran, la pièce soudainement envahie par les fantômes. Tous les souvenirs me revinrent d'un coup. La pluie, la robe émeraude, Ethan en larmes à la porte. Elle avait disparu dans une autre vie. Et maintenant, après tout ce qui s'était passé, elle était de retour. Je posais lentement le téléphone, le cœur battant. Pour la première fois en 5 ans, Rebecca me tendait la main et je savais que ce n'était que le début. J'essayais d'ignorer le premier message, mais mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, les mots étaient plus durs, plus lourds. Je suis devant le portail. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai tiré le rideau juste assez pour voir. Des phares brillaient au bout de l'allée, éclairant les barres de fer qui protégeaient notre maison. Un taxi tournait au ralenti, son pot d'échappement s'envolant dans la nuit. Et elle était là, Rebecca, debout dans le faisceau de lumière, plus mince, plus âgée, serrant la poignée de sa valise comme une ancre. Derrière moi, Sarah essuyait la vaisselle. Ethan était penché sur ses devoirs à la table de la cuisine. La chaleur de notre vie emplissait la maison. Mais dehors, la tempête que je croyais passer attendait, frappant désespérément à la porte. Mon cœur battait à tout rompre. 5 ans de silence, 5 ans de construction. Et maintenant, le passé se tenait devant mon portail, demandant à entrer. Je laissai retomber le rideau et pris une longue inspiration. Il était temps de l'affronter. Le gravier crissait sous mes bottes tandis que je descendais la longue allée. Le portail en fer se dressait entre nous, haut et inflexible. Rebecca tenait sa valise d'une main, l'autre agrippée au barreau comme si sa seule force pouvait les briser. Ses yeux brillaient dans la lumière crue des phares du taxi. Derrière moi, je sentais Sarah et Ethan monter sur le poche. Ils ne se cachaient pas et je ne leur demandais pas de le faire. C'était notre vie désormais et elle n'avait pas besoin d'ombre. La petite main d'Ethan reposait dans celle de Sarah, stable comme une ancre. La voix de Rebecca se brisa lorsqu'elle prit la parole. « David, j'ai commis une terrible erreur. » Les larmes coulaient rapidement, sans retenue, rien à voir avec les sourires calculés qu'elle arborait autrefois. « Je me suis trompé à ton sujet, à propos de tout. S'il te plaît, pour le bien de Liam, se reprit-elle, pour le bien d'Ethan. » La nuit retint son souffle. Le portail vibrait faiblement, verrouillé, immobile. Je la fixai à travers les barreaux, le poids du passé pesant sur moi. Puis je répondis dans la lumière crue des phares des taxis. Je la reconnus à peine. Rebecca était plus mince, sa silhouette autrefois parfaite engloutie dans un manteau froissé. Ses cheveux, autrefois coiffés à la perfection, collaient à ses joues.
La valise à ses côtés était éraflée. Ses roulettes grinçaient lorsqu'elle la déplaçait. Le genre de valise que l'on traîne quand on n'a plus de hall d'entrée où se réfugier. Ce n'était pas la femme qui était partie vêtue d'une robe émeraude, son parfum flottant comme une arme. C'était quelqu'un vidé par les choix, par les années, par les regrets. Elle appuya son front contre les barreaux de fer froid, la voix tremblante. « David, laisse-moi entrer, s'il te plaît. Je ferai tout ce que tu veux. Je veux juste avoir une chance de faire à nouveau partie de sa vie. » Ses larmes traçaient des sillons dans son maquillage étalé. Ses mains agrippaient la grille comme si elle pouvait lui pardonner. Je me tenais à quelques mètres, immobile mais inflexible. Les visages de Sarah et Ethan me regardant depuis le porche derrière moi et je finis par parler. Les genoux de Rebecca se sont dérobés et elle s'est effondrée sur le gravier, la vieille valise tombant à côté d'elle dans un bruit sourd. Ses mains tremblaient tandis qu'elle agrippait les barreaux, le visage strié de larmes qui laissaient des traces sombres sur son maquillage. « J'ai eu tort », sanglotait-elle, la voix rauque, brisée. « Tout. L'argent, les choix, t'avoir quitté, l'avoir quitté. S'il te plaît, David, laisse-moi redevenir sa mère. Donne-moi juste une chance de réparer mes erreurs. » Les mots jaillirent rapidement, désespérés, résonnant dans l'air calme de la nuit. Pendant un instant, j'ai presque revu la femme que j'avais aimée, fragile, perdue, suppliant qu'on lui donne une seconde chance. Mais je me suis alors souvenu du petit garçon en pyjama Superman qui pleurait à la porte tandis qu'elle montait dans une escalade sans se retourner. Derrière moi, je sentis Ethan bouger, son petit corps tendu, les yeux fixés sur elle. Il fit un pas en avant, la main de Sarah toujours posée sur son épaule. Et puis, pour la première fois, mon fils parla. Ethan descendit 2 marches, la main de Sarah toujours assez proche pour le stabiliser s'il vacillait. Mais sa voix ne vacilla pas. Elle était faible, certes, mais ferme, claire comme le son d'un marteau sur de l'acier. Il regarda Rebecca droit dans les yeux, avec un regard plus âgé que ses 10 ans. « Vous êtes la femme de mes cauchemars, dit-il, chaque mot étant délibéré. Sarah est ma mère. » Le silence qui suivit était plus lourd que le portail lui-même. Rebecca se figea, ouvrant la bouche comme pour protester, mais aucun mot ne sortit. Les larmes montèrent à nouveau, cette fois-ci sans retenue, mais brutes, déchirantes. Je sentis ma poitrine se serrer. De la douleur pour mon fils, qui avait porté ce souvenir pendant si longtemps, et un chagrin étrange et aigu pour la femme qui s'était transformée en étrangère. Les mains de Rebecca glissèrent des barreaux et tombèrent sur ses genoux. Pour la première fois, elle semblait plus petite qu'Ethan, brisée sous le poids de la vérité qu'un enfant venait de révéler. Les forces de Rebecca lâchèrent et elle s'effondra sur le gravier, les paumes écorchées, les épaules secouées de sanglots. La valise se renversa sur le côté, répandant des vêtements usés et une paire de talons hauts bien usés. Elle ne les ramassa pas. Elle se contenta d'appuyer ses mains contre le sol comme une pénitente devant un autel. Sa voix était saccadée, désespérée. « Je ne veux pas de ton argent, David !» cria-t-elle en secouant si fort la tête que des mèches de cheveux collaient à ses joues humides. « Je veux seulement mon fils. S'il te plaît, laisse-moi redevenir sa mère. Je vivrai n'importe où. Je ferai n'importe quoi. Je veux juste le récupérer. » La nuit engloutit ses paroles, mais leur écho parvint jusqu'à Ethan, qui restait figé, les mains de Sarah toujours posées sur ses épaules. Ma poitrine se serra, non pas à cause de la tentation, mais à cause du chagrin que je ressentais en voyant ce qu'elle était devenue. Je m'approchai, d'une voix basse mais ferme, chargée du poids de toutes ces années. Le châtiment n'est pas notre travail. Notre travail, c'est de protéger. Rebecca leva son visage baigné de larmes, les yeux sauvages de désespoir, s'accrochant au nom d'Ethan comme si cela pouvait forcer la porte à s'ouvrir. C'est alors que je pris enfin la parole, d'une voix ferme et sans hésitation. « N'utilisez pas son nom comme une clé, dis-je d'une voix basse, mais suffisamment aiguë pour couvrir ses sanglots. Notre travail n'est pas de punir, mais de protéger. » Les mots flottaient dans l'air nocturne, lourds et indéniables. Derrière moi, Sarah resserra sa main sur l'épaule d'Ethan, non par peur, mais par affirmation silencieuse. Notre fils se pencha vers elle, choisissant sans hésitation la sécurité. Rebecca appuya son front contre les barreaux de fer, murmurant d'une voix brisée. « S'il vous plaît, juste une fois, laissez-moi entrer. » Mais la porte resta fermée, son bourdonnement régulier,
rappel silencieux que certaines portes, une fois fermées, ne s'ouvrent plus jamais. Dans l'ombre, un agent de sécurité apparut, gardant ses distances, mais prêt à intervenir. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. La vérité était déjà gravée dans le marbre. La porte restait fermée, vibrant d'une puissance silencieuse, refusant de bouger. Les mains de Rebecca glissèrent du fer froid et tombèrent mollement le long de son corps. Ses sanglots secouèrent la nuit, résonnant sur les piliers de pierre, mais la serrure ne céda pas. L'agent de sécurité s'avança doucement, comme s'il s'approchait d'un animal blessé. « Madame, dit-il doucement, je vais vous appeler un taxi. » Elle résista un instant, serrant sa valise abîmée, puis acquiesça, vaincue. La porte du taxi s'ouvrit en grinçant sous la lumière du porche. Rebecca se releva en titubant, les vêtements poussiéreux à cause du gravier, la dignité aussi fragile que du verre. Elle me regarda une dernière fois, les yeux gonflés, les lèvres tremblantes, incapable de prononcer les mots qu'elle n'avait plus la force de dire. Je ne me réjouis pas, je ne me détournai pas avec colère. Je restais simplement debout, Sarah et Ethan derrière moi. La porte se referma. Le taxi s'éloigna dans l'obscurité et la nuit redevint calme, à l'exception du bruit de la respiration régulière de mon fils. Lorsque les feux arrière du taxi disparurent, je me détournai du portail et retournai vers le porche. Sarah et Ethan m'attendaient là, sans poser de questions, sans insister, simplement debout dans la lumière du porche. Les petits bras de mon fils s'enroulèrent autour de ma taille avant que j'atteigne les marches. La main de Sarah reposait sur mon épaule, chaude et rassurante. À l'intérieur, la maison nous accueillait avec ses odeurs familières. La cannelle des petits pains de Sarah qui refroidissait sur le comptoir, l'huile de moteur qui persistait après un projet dans le garage. Elle était imparfaite, rapiécée et rayée par endroits, mais c'était la nôtre. J'ai serré Ethan contre moi, j'ai embrassé le sommet de sa tête, puis j'ai pris Sarah dans mon autre bras. Pour la première fois de la soirée, mon cœur s'est apaisé, la tempête à l'extérieur remplacée par le murmure de la sécurité entre ces murs. La véritable richesse ne se trouvait pas derrière les portes cochères, ni dans les gros titres des journaux. Elle était ici, dans la chaleur de cette petite maison, chez les personnes qui avaient choisi d'y rester. Assis à la table de la cuisine ce soir-là, avec les rires d'Ethan qui résonnaient depuis le garage et Sarah qui fredonnait doucement en faisant la vaisselle, j'ai compris quelque chose que le monde oublie souvent. La véritable richesse n'est pas un jet qui attend sur le tarmac. Ce n'est pas un chèque avec trop de zéros pour être compté. Ce n'est pas les applaudissements d'étrangers ou un titre de journal vous qualifiant de milliardaire. La véritable richesse, ce sont les personnes qui restent quand la tempête arrive. Ceux qui construisent à vos côtés quand les applaudissements se font rares. Les bras qui vous enlacent en silence et vous rappellent que vous n'êtes pas seul. Rebecca avait couru après l'argent et avait tout perdu. Je me suis retrouvé sans rien, mais j'ai trouvé plus que je n'aurais jamais imaginé. Alors, laissez-moi vous poser une question. Si vous étiez à ma place, lui donneriez-vous une seconde chance? Partagez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de nous suivre pour découvrir d'autres histoires vraies qui nous rappellent ce qui compte vraiment.